Des ombres dans la clarté lunaire. Sa fierté interdit à Conan de devenir le prince consort d'aucune reine, même si elle est aussi belle ou ardente que Yasmela. Quelque temps après, il s'éclipse discrètement et regagne sa Cimmérie natale pour se venger de ses ennemis de toujours, les Hyperboréens. Conan approche à présent de la trentaine. Ses frères de sang parmi les Cimmériens et les Aesirs ont pris femme et engendré des fils. Certains d'entre eux sont aussi âgés et presque aussi forts que l'était Conan lorsqu'il s'aventura, au début de sa jeune carrière, dans les bas quartiers de Zamora infestés de rats. Son passé récent de corsaire et de mercenaire lui a trop donné le goût de la bataille et du butin, et embrasé son âme ardente pour qu'il suive leur exemple. Lorsque des marchands apportent la nouvelle que des guerres ont éclaté à nouveau dans le sud, Conan repart aussitôt vers les royaumes iboriens. Un prince rebelle de Kos tente de renverser Strabonus, roi ladre de cette nation lointaine, et Conan se retrouve avec d'anciens compagnons dans les rangs de sa petite armée. Malheureusement, le prince fait la paix avec son roi, et ses troupes mercenaires sont de nouveau sans emploi. Certains, Conan et de leur nombre, forment alors une bande de hors-la-loi, les francs compagnons, qui harcèlent et pillent indifféremment les frontières de Kos, Zamora et de Turan. Finalement, ils gagnent les steppes situées à l'ouest de la mer intérieure de Vilayet, et s'allient à la horde des brigands connus sous le nom de Kozaki. Conan gravit très vite les échelons et prend le commandement de cette bande sans foi ni loi, ravageant les frontières occidentales de l'empire turanien. Vient le jour où son ancien employeur, le roi Yildiz, adopte une politique de sévères représailles. Des troupes, dirigées par le Shah Amura, tendent un piège aux Kozaki et les attirent sur le territoire turanien. Là, ils sont mis en pièces, au cours d'une bataille sanglante qui se déroule à proximité de la rivière Ilbar. Partie 1. Le galop rapide de chevaux parmi les roseaux touffus. Une lourde chute. Un cri désespéré. Se dégageant de son coursier agonisant, son cavalier se releva en titubant. Une frêle jeune fille, portant des sandales et une tunique nouée à la taille. Sa chevelure noire tombait sur ses blanches épaules. Ses yeux étaient ceux d'un animal pris au piège. Elle n'eut pas un regard vers la jungle de roseaux cernant la petite clairière, ni vers les eaux bleutées venant mourir sur le rivage derrière elle. Elle fixait, avec une intensité angoissée, les yeux dilatés, le cavalier qui fendait l'écran de végétation et mettait pied à terre devant elle. L'homme était grand et mince, mais fort comme l'acier. De la tête aux éperons, il était revêtu d'une cotte de mailles légère, en argent. Celle-ci moulait son corps souple comme un gant. Dessous son casque en forme de dôme, ciselé d'or, ses yeux bruns la regardaient avec moquerie. « Arrière !» La voix de la jeune femme vibrait de terreur. « Ne me touche pas, Shah Amura, ou bien je me jette à l'eau pour me noyer !» Il éclata de rire, et son rire ressemblait au bruit d'une épée glissant hors de son fourreau de soie. « Non, tu ne te noieras pas, Olivia, fille de la confusion, car l'eau est trop peu profonde près du rivage, et je t'aurais rattrapé avant que tu t'éloignes vers le large. Par les dieux, tu m'as gratifié d'une chasse plaisante, et tous mes hommes sont loin derrière nous. Pourtant, il n'existe pas un seul cheval à l'ouest de Vilayet qui puisse distancer Irem très longtemps. » Il hocha la tête vers les talons du désert, aux jambes longues et fines se trouvant derrière lui. « Laisse-moi partir !» supplia la jeune fille, tandis que des larmes de désespoir souillaient son beau visage. « N'ai-je pas assez souffert ? Y a-t-il une humiliation, une peine ou un avilissement que tu ne m'aies pas encore infligé ? Combien de temps doit durer mon tourment ? Aussi longtemps que j'éprouverai du plaisir à tes plaintes et à tes prières, à tes larmes et à tes souffrances, répondit-il. Son sourire aurait semblé aimable à un étranger.
Tu es étonnamment forte, Olivia. Je me demande si je me lasserai jamais de toi, comme je me suis toujours lassé des femmes qui t'ont précédé. Tu restes fraîche et pure, malgré moi. Chaque jour apporte de nouveaux délices grâce à toi. Viens à présent. Retournons à Akif, où le peuple continue de fêter le vainqueur des misérables Kozaki, alors que celui-ci est occupé à poursuivre une fugitive pitoyable, une esclave indocile, stupide, insensée, mais si belle. Non! Elle recula vers les eaux bleues qui venaient s'échouer parmi les roseaux. Si! Sa colère éclata, semblable à une étincelle jaillissant du silex. Avec une rapidité que les membres graciles de la jeune femme ne pouvaient égaler, il saisit son poignet et le tordit méchamment, par pure cruauté, jusqu'à ce qu'elle pousse un cri et tombe à genoux. Chienne! Je devrais te ramener à Akif attaché à la queue de mon cheval. Pourtant je me montrerai clément, et te prendrai sur ma selle. Pour cette faveur, tu devras me remercier humblement lorsque... Il la lâcha avec un juron de surprise, et bondit en arrière, son sabre sortant d'un éclair de son fourreau. Comme une terrible apparition surgissait de la jungle de roseaux et poussait un cri de haine inarticulé. Olivia, levant les yeux du sol, aperçut ce qu'elle prit pour un sauvage ou un fou. L'homme s'avança vers le chat Amura, dans une attitude de menace mortelle. Il était puissamment bâti et nu, à l'exception d'un pagne lui saignant les reins. Son corps était couvert de sang et de boue séchée. Sa crinière noire était souillée de vase et de sang coagulé. Il y avait des traînées de sang séché sur sa poitrine et ses membres, du sang sur la longue épée qu'il serrait dans sa main droite. Dessous les mèches de ses cheveux, en broussailles, des yeux injectés de sang flamboyaient, tels des charbons à l'éclat bleuté. « Chien d'Hyrcanien !» vociféra l'apparition avec un accent barbare. « Les dieux de la vengeance t'ont amené ici !»« Un cosaque !» s'écria le chat Amura, en reculant. « J'ignorais qu'un chien de cette engeance exécrable avait échappé au massacre. Je pensais que vous gissiez tous, morts et baignant dans votre sang au bord de la rivière Ilbar. »« Tous sauf moi, maudit sois-tu !» lança l'autre. « Oh, comme j'ai rêvé d'une pareille rencontre, alors que je me traînais sur le ventre parmi les ronces, ou me blottissais sous les rochers, tandis que les fourmis dévoraient ma chair. Comme j'ai prié les dieux alors que je cheminais et trébuchais dans la boue. Je rêvais, je priais, mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Dieu de l'enfer, avec quelle ardeur j'ai désiré cette rencontre !» La joie sanguinaire de l'étranger était terrible à contempler. Ses mâchoires remuaient spasmodiquement, et de la bave recouvait ses lèvres noircies. « N'approche pas !» lui ordonna le chat Amura, en l'observant attentivement. « Ah !» Cela ressemblait au hurlement du loup des forêts. « Le chat Amura, le puissant seigneur d'Akif. Oh, maudit sois-tu, comme ta vue me fait plaisir. Toi qui as donné mes camarades en pâture aux vautours, les as fait écarteler, attachés à des chevaux sauvages, leur a crevé les yeux, les a mutilés, torturés. Ah! Tu n'es qu'un chien, un chien galeux !» Sa voix se changea en un cri de folie furieuse, et il attaqua. En dépit de la terreur qu'inspirait son apparence sauvage, Olivia était persuadée qu'il succomberait dès le premier assaut. Fou au sauvage, que pouvait-il faire, nu et vulnérable, face au seigneur d'Akif, protégé par une cuirasse? Les lames flamboyèrent et s'entrechoquèrent rapidement, semblant à peine se toucher pour s'écarter aussitôt. Puis l'épée jaillit comme un éclair, évita le sabre et s'abattit avec une force terrifiante vers l'épaule du chat Amura. Olivia poussa un cri devant la fureur de ce coup. Par-dessus le craquement de la côte de maille transpercée, elle entendit distinctement la lame fracasser l'os de l'épaule. L'Hyrcanien recula en chancelant. Son visage était soudain devenu cendré. Le sang jaillissait en coulant sur les mailles de son haubert. Son sabre glissa de ses doigts, sans force. « Grâce !» haleta-t-il. « Grâce !
La voix de l'étranger vibra de fureur. « Comme tu nous as fait grâce, vil pourceau !» Olivia ferma les yeux. Ce n'était plus un combat, mais une boucherie, forcenée, sanglante, provoquée par une rage et une haine hystériques, où culminaient les souffrances de la bataille, du massacre, de la torture, puis de la fuite accompagnée de la peur, de la soif et de la faim obsédante. Olivia savait que le chat Amura ne méritait ni grâce ni pitié d'aucune créature vivante. Pourtant, elle ferma les yeux et pressa ses mains sur ses oreilles pour ne plus voir cette épée ruisselante de sang qui se levait et retombait avec le bruit d'un merlin de boucher, et ne plus entendre les cris et les gargouillements qui diminuèrent rapidement et cessèrent finalement. Elle ouvrit les yeux pour voir l'étranger se détourner du tas sanglant de ce qui ressemblait encore, vaguement, à un être humain. La poitrine de l'homme se soulevait puissamment, d'épuisement ou de passion. Son front était inondé de sueur, sa main droite était couverte de sang. Il ne lui parla pas, et ne jeta même pas un regard dans sa direction. Elle le vit marcher à grands pas à travers les roseaux, poussant au bord de l'eau, se baissant et tirant sur quelque chose. Une barque apparut en se balançant, sortant de sa cachette aménagée parmi les tuyaux de roseaux. Elle devina alors son intention et sortit de sa torpeur. « Attends !» gémit-elle. Elle se releva en chancelant et courut vers lui. « Ne me laisse pas! Emmène-moi avec toi !» Il se retourna et la regarda fixement. Il semblait différent. Ses yeux, injectés de sang, avaient perdu leur lueur de folie. C'était comme si le sang qu'il venait de faire couler avait noyé le feu de sa fureur. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Mon nom est Olivia. J'étais sa captive. Je me suis enfui. Il s'est lancé à ma poursuite. C'est pourquoi il est venu en cet endroit. Ne me laisse pas ici. Ces soldats ne sont sans doute pas très loin. Ils vont découvrir son cadavre. Ils me trouveront près de lui. » Elle gémit de terreur et tordit ses blanches mains. Il la regarda d'un air perplexe. « Tu préfères venir avec moi ?» la questionna-t-il. « Je suis un barbare, et je comprends d'après ton regard que tu as peur de moi. »« Oui, j'ai peur de toi, » répondit-elle, trop affolée pour chercher à feindre. « Ta vue me fait frissonner. Mais je redoute encore plus les Hyrcaniens. Oh, laisse-moi t'accompagner. Ils me tortureront s'ils me trouvent à côté de leur seigneur mort. »« Alors viens. » Il se mit de côté et elle monta rapidement à bord de l'embarcation, évitant son contact. Elle s'assit à la proue et il monta à son tour, poussant la barque vers le large à l'aide d'une rame. Puis, s'en servant comme d'une pagaie, il fit avancer le bateau à travers les roseaux touffus. Après un parcours sinueux, ils glissèrent enfin sur l'eau, s'éloignant de la végétation de la rive. Il rama alors, à l'aide de 2 rames, en de grands mouvements souples et réguliers. Les puissants muscles de ses bras, de ses épaules et de son dos saillaient au rythme de ses efforts. Le silence régna un certain temps. La jeune fille était blottie à la proue, l'homme tirait sur les rames. Elle l'observait, avec une fascination craintive. De toute évidence, ce n'était pas un Hyrcanien, et il n'appartenait à aucune des races iboriennes. Il émanait de sa physionomie une dureté de loup, révélant le barbare. Ses traits, éprouvés par la tension et les fatigues de la bataille, puis par sa longue fuite à travers les marais, reflétaient cette même sauvagerie indomptée. Pourtant, il n'était ni mauvais ni dégénéré. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Le chat Amura t'a appelé Cosaque. Faisais-tu partie de cette bande ?»« Je suis Conan, le Cimérien, » grogna-t-il. « J'étais avec les Cosaquis, comme nous appelaient ces chiens d'Hyrcaniens. » Elle savait vaguement que le pays nommé par lui se trouvait très loin au nord-ouest, au-delà des frontières les plus éloignées des différents royaumes de sa race. « Je suis l'une des filles du roi d'Ophir, » lui apprit-elle. « Ma mère m'a vendue à un chef chémite, parce que je ne voulais pas épouser un prince de Kos. » Le Cimérien poussa un grognement de surprise. Les lèvres de l'Ophirienne se tordirent en un sourire amer. « Oui, il arrive que des hommes civilisés vendent leurs enfants à des sauvages, les condamnant à l'esclavage. Et ils disent que ta race est barbare,
Conan le Cimérien. Nous ne vendons pas nos enfants, gronda-t-il, levant son menton d'un air farouche. Eh bien moi, j'ai été vendu. Pourtant, l'homme du désert n'abusa pas de moi. Il désirait se concilier les bonnes grâces du chat Amura. Je fis partie des présents qu'il apporta à Akif, au jardin pourpre. Ensuite, elle frissonna et cacha son visage dans ses mains. Je devrais avoir perdu toute honte, reprit-elle bientôt. Pourtant, chaque souvenir me cingle cruellement, comme le fouet d'un négrier. Je demeurais au palais du chat Amura. Voilà quelques semaines. Il est parti à la tête de son armée pour combattre une bande d'envahisseurs qui ravageait les frontières du Turan. Hier, il est revenu triomphalement, et une grande fête fut organisée en son honneur. Au milieu de l'ivresse et des réjouissances, l'occasion s'offrit à moi de m'enfuir. Mais il se lança à ma poursuite. Au milieu de la journée, il m'avait rejointe. J'avais distancé ses vassaux et croyais avoir réussi. Il était impossible de lui échapper. Tu es arrivé à ce moment. J'étais caché dans les roseaux, grogna le barbare. Oui, j'ai été l'un de ces coquins à la vie dissolue, les francs compagnons, qui brûlèrent et pillèrent les villages frontaliers. Nous étions 5000, appartenant à toutes les races et à toutes les tribus. Pour la plupart, nous avions fait partie des troupes mercenaires engagées par un prince rebelle de Kos. Lorsqu'il fit la paix avec son maudit suzerain, nous nous retrouvâmes sans emploi. Alors nous commençâmes à piller indifféremment les possessions éloignées de Kos, Zamora et de Turan. Il y a une semaine, le chat Amura nous attira dans un piège, près de la rivière Ilbar, où il nous attendait avec ses 15 000 hommes. Mitra! Les cieux étaient noirs de vautours. La bataille dura toute une journée. Lorsque tout fut perdu, certains d'entre nous essayèrent de s'échapper vers le nord, d'autres vers l'ouest. Je doute qu'un seul en ait réchappé. Les steppes étaient couvertes de cavaliers poursuivant les fuyards. Je parvins à m'éloigner vers l'est pour atteindre finalement la lisière des marais bordant cette partie de Vilayet. Depuis, je suis resté caché dans les marécages. C'est seulement avant-hier que les cavaliers ont cessé de battre les roseaux à la recherche de fuyards, comme moi. J'ai rampé, me cachant et m'enfouissant dans des trous comme un serpent, avec pour tout repas des rats musqués que j'attrapais et mangeais crus, puisqu'il m'était impossible de les faire cuire. Aujourd'hui, à l'aube, j'ai trouvé cette barque dissimulée parmi les roseaux. Je n'avais pas l'intention de m'aventurer sur la mer avant la nuit. Après avoir tué le chat Amura, j'ai compris que ces chiens en cuirasse ne devaient pas être loin. Et maintenant? On va se lancer à notre poursuite, sans aucun doute. Même s'ils ne trouvent pas les traces laissées par le bateau, que j'ai effacées dans la mesure du possible, ils se douteront que nous sommes en mer, après avoir cherché en vain dans les marais. Néanmoins, nous avons de l'avance sur eux, et je tirerai sur ces rames jusqu'à ce que nous ayons atteint un endroit sûr. Où trouverons-nous cela? Demanda-t-elle avec désespoir. La mer de Vilayet est irkanienne. Certaines personnes ne le pensent pas, répliqua Conan, avec un rictus sévère. Notamment les esclaves, qui ont fui les galères pour devenir pirates. Quels sont tes plans? Au sud-ouest, le littoral est tenu par les Irkaniens sur des centaines de milles. Nous avons encore une longue route à parcourir avant de franchir leurs frontières au nord. J'ai l'intention de me diriger vers le nord, jusqu'à ce que j'estime avoir dépassé cette frontière. Ensuite, nous obliquerons vers l'ouest et essaierons de gagner la côte bordée par les steppes désertiques. Et si nous rencontrons des pirates, ou une tempête? Demanda-t-elle. Et dans les steppes, nous mourrons de faim. Ma foi, lui rappela-t-il, je ne t'ai pas demandé de venir avec moi. Excuse-moi. Elle inclina son adorable tête aux cheveux noirs et bouclés. Pirates, tempête, affre de la faim, tout cela est préférable aux Turaniens. Oui. Son visage, au teint basané, devint encore plus sombre. Je n'en ai pas fini avec eux. Rassure-toi, jeune fille. À cette époque de l'année, les tempêtes sont rares sur la mer de Vilayet. Si nous atteignons les steppes, nous ne mourrons pas de faim. J'ai grandi dans un pays aride. Ce sont ces maudits marécages,
avec leur puanteur et leur myriade d'insectes qui ont failli avoir ma peau. Mais je suis chez moi dans les collines. Quant aux pirates... » Il eut un rictus énigmatique, et se courba sur ses rames. Le soleil descendait à l'horizon, ressemblant à une boule de cuivre à l'éclat sombre, au sein d'un lac de feu. Le bleu de la mer se confondit avec le bleu du ciel, et tous deux se changèrent en une obscurité aussi moelleuse que le velours, piquetée d'étoiles innombrables et de leurs reflets. Olivia appuya sa tête sur le rebord de la barque qui se balançait doucement. Comme dans un rêve, elle avait l'impression de flotter dans les airs, environnée d'étoiles, au-dessus comme au-dessous d'elle. Son compagnon silencieux se découpait vaguement sur les ténèbres plus douces. Ses avirons heurtaient l'eau en un rythme régulier et soutenu. Il aurait pu être un rameur fantomatique, la conduisant sur le sombre lac de la mort. Pourtant, sa peur s'était atténuée. Bercée par le mouvement monotone, elle sombra dans un sommeil paisible. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, c'était l'aube. Elle avait été éveillée par un changement dans le mouvement de l'embarcation. Elle prit conscience d'une faim vorace. Conan était appuyé sur ses avirons, regardant au-delà d'elle. Elle réalisa qu'il avait ramé toute la nuit sans prendre de repos, et fut émerveillée par son endurance d'acier. Elle se tourna sur le côté pour suivre son regard, et aperçut un mur vert d'arbres et de fourrés épais. Ce rempart naturel s'élevait depuis le rivage et s'éloignait en une large courbe, enserrant une petite baie, dont les eaux azurées et tranquilles ressemblaient à du verre. « C'est l'une des nombreuses îles qui parsèment cette mer intérieure, » lui apprit Conan. « En principe, elles sont inhabitées. J'ai entendu dire que les Hyrcaniens les visitaient rarement. De plus, leurs galères ne s'écartent généralement pas des côtes, et nous avons fait une longue route. Avant le coucher du soleil, nous étions hors de vue du continent. » En quelques coups de rame, il amena le bateau jusqu'au rivage, et l'amarra solidement à la racine recourbée d'un arbre poussant au bord de l'eau. Sautant à terre, il tendit la main pour aider Olivia. Elle la prit, et frémit légèrement en apercevant les taches de sang sur sa peau, sentant la force redoutable des muscles du barbare, prête à exploser. Une quiétude rêveuse régnait sur les arbres bordant la baie aux eaux azurées. Puis, quelque part au loin parmi les arbres, un oiseau fit entendre son chant matinal. Une légère brise chuchotait parmi les feuillages qui murmuraient doucement. Olivia se rendit compte qu'elle tendait l'oreille. Pour écouter quoi, elle n'aurait su le dire. Quelle créature inconnue pouvait rôder parmi ces bois sans nom? Comme elle lorgnait timidement vers les ombres entre les arbres, quelque chose passa rapidement dans la lumière du soleil, dans un vif tourbillon d'ailes. Un grand perroquet. Le volatile se percha sur une branche feuillue et se balança, formant une statuette étincelante de jade et d'écarlate. Il tourna de côté sa tête huppée et fixa sur les intrus des yeux luisants, noirs comme le jais. « Crom !» murmura le cimérien. « C'est le grand-père de tous les perroquets. Il doit être âgé d'au moins 1000 ans. Regarde le savoir maléfique contenu dans ses yeux. Quel mystère gardes-tu, démon savant ?» Brusquement, l'oiseau déploya ses ailes flamboyantes et s'envola de son perchoir, en lançant d'une voix rauque. « Yakulan Yokta Xutala !» Avec un rire sauvage, horriblement humain, il s'éloigna parmi les arbres et disparut au sein des ombres opalines. Olivia le suivit du regard, sentant les doigts glacés d'un funeste pressentiment effleurer son épine dorsale. « Qu'a-t-il dit ?» chuchota-t-elle. « Des paroles humaines, j'en jurerais, » répondit Conan. « Mais en quelle langue, je l'ignore. »« Moi de même, » répliqua la jeune fille. « Pourtant, il a dû les apprendre des lèvres humaines. Humaines ou... » Elle scruta la forteresse de feuillage et frissonna, sans savoir pourquoi. « Crom, je suis affamé, » grogna le cimérien. « Je pourrais manger un buffle entier. Cueillons des fruits. Mais d'abord je vais me laver et nettoyer toute cette boue et ce sang séché. Se cacher dans les marais est une occupation plutôt salissante. » Sur ces mots, il posa à terre son épée, s'avança dans l'eau bleutée jusqu'à hauteur d'épaule et procéda à ses ablutions. Lorsqu'il ressortit, ses membres bronzés, bien découpés, luisaient au soleil.
Sa crinière noire ruisselante d'eau n'était plus hirsute. Au fond de ses yeux bleus couvait toujours une flamme inextinguible, mais il n'était plus sombre ou injecté de sang. La souplesse féline de ses membres et l'aspect redoutable de sa physionomie n'avaient guère changé. Fixant autour de sa taille son ceinturon d'épée, il fit signe à la jeune femme de le suivre, et ils quittèrent le rivage, s'engageant sous les arches feuillues des grandes branches. Une herbe verte et drue recouvrait le sol, formant un coussin pour leurs pieds. Entre les troncs des arbres, ils apercevaient des paysages étranges, comme s'ils se trouvaient dans un pays de fées. Bientôt, Conan émettait un grognement de plaisir à la vue de globes dorés et roux, pendant en grappe parmi les feuilles. Il demanda à la jeune ophirienne de s'asseoir sur un arbre abattu, et emplit son giron de fruits exotiques. Puis il prit place à son côté avec un appétit non dissimulé. « Ishtar !» s'exclama-t-il entre deux bouchées. « Depuis Ilbar, j'ai survécu en mangeant des rats et des racines que je trouvais dans la boue puante. Ces fruits sont agréables au palais, mais pas très nourrissants. Cependant, si nous en mangeons suffisamment, cela ira pour le moment. » Olivia était trop occupée pour répondre. Une fois l'arrêt vive de sa faim émoussée, le Cimmérien commença à examiner sa belle compagne avec plus d'intérêt que précédemment, remarquant les boucles épaisses et brillantes de ses cheveux noirs, sa peau délicate au teint de pêche, et les contours ronds et voluptueux de sa silhouette élancée, que la tunique de soie, des plus réduites, dévoilait tout à son avantage. Achevant son repas, l'objet de son examen attentif releva la tête. Rencontrant son regard brûlant, apercevant ses yeux réduits à des fentes, Olivia changea de couleur, et ses doigts laissèrent échapper le restant du fruit. Sans faire de commentaire, il indiqua d'un geste qu'ils allaient reprendre leur exploration, et se levant, elle le suivit. Ils quittèrent les arbres et arrivèrent dans une clairière, dont la lisière opposée était fermée par des fourrés très denses. Comme ils avançaient à découvert, un fort craquement retentit parmi les fourrés. Conan bondit de côté, entraînant la jeune fille avec lui. Ils évitèrent ainsi une forme qui fendit l'air en sifflant, passa près d'eux, et heurta un tronc d'arbre avec un impact terrifiant. Dégainant vivement son épée, Conan bondit à travers la clairière et disparut dans le bosquet. Un long silence s'ensuivit. Olivia était blottie sur l'herbe, terrifiée et abasourdie. Bientôt, Conan ressortait du rideau de verdure. Son visage renfrogné exprimait une certaine perplexité. « Rien dans de ces fourrés, » grommela-t-il. « Pourtant, il y avait quelque chose. » Il examina le projectile qui les avait manqués de si peu, et poussa un grognement de surprise, comme il n'arrivait pas à croire ses propres sens. C'était un énorme bloc de pierre verdâtre. Il gisait sur l'herbe, au pied de l'arbre dont le tronc avait été fendu sous le choc. « Une telle pierre sur une île inhabitée ? Plutôt étrange, » gronda Conan. Les adorables yeux d'Olivia s'écarquillèrent. La pierre formait un bloc symétrique, indiscutablement taillé et modelé par des mains humaines. Elle était étonnamment lourde. Le Cimmérien la saisit à deux mains, plantant ses pieds dans le sol tandis que les muscles de ses bras saillaient et se nouaient comme des cordes. Il la souleva au-dessus de sa tête et la lança au loin, utilisant le moindre de ses nerfs et de ses muscles. La pierre tomba à quelques pas devant lui. Conan jura. « Aucun homme vivant ne pouvait lancer ce rocher à travers la clairière. C'est l'affaire d'une machine de siège. Pourtant, il n'y a pas de mangonneau ou de baliste dans ces fourrés. »« Peut-être a-t-elle été lancée par un tel engin de plus loin ?» suggéra-t-elle. Il secoua la tête. « Elle n'est pas tombée d'en haut. Elle provenait de ce bosquet là-bas. Tu vois comme les branchages sont cassés ? On l'a jetée comme un homme jetterait un caillou. Mais qui ? Ou quoi ? Viens. » Elle le suivit avec hésitation à l'intérieur du bosquet. Une fois franchie la lisière extérieure des fourrés épais, le sous-bois était moins dense. Un silence absolu et méditatif reposait sur toute chose. L'herbe souple n'avait conservé aucune trace de pas. Pourtant, c'était bien de ce bosquet mystérieux que l'on avait lancé le bloc de rocher, rapide et mortel. Conan se baissa vers le sol, où l'herbe avait été aplatie et écrasée ici et là. Il secoua la tête avec irritation. Même pour ses yeux exercés,
Cela ne donnait aucune indication sur la créature qui s'était tapie à cet endroit. Son regard erra jusqu'à la voûte verte au-dessus de leur tête. Celle-ci formait un plafond compact de feuilles épaisses et d'arches entrelacées. Brusquement, il se figea sur place. Se relevant, épée en main, il commença à battre précipitamment en retraite, poussant Olivia derrière lui. « Partons d'ici, vite !» le pressa-t-il, en un chuchotement qui glaça le sang de la jeune fille. « Qu'y a-t-il? Tu as vu quelque chose ?»« Non, rien du tout !» répondit-il, en restant sur ses gardes, sans interrompre sa retraite prudente. « Qu'y a-t-il alors? Qu'est-ce qui est aux aguets dans ces fourrés ?»« La mort !» répliqua-t-il. Son regard était toujours fixé sur les arches de jade sombre qui occultaient le ciel. Une fois sorti des fourrés, il la prit par la main et la guida rapidement à travers les arbres qui devenaient clairsemés. Bientôt, il grimpait une pente herbue, faiblement boisée, et arrivait sur un plateau peu élevé où l'herbe poussait, haute et drue, et où les arbres étaient rares et disséminés. Au milieu de ce plateau se dressait une longue et vague structure de pierre verdâtre tombant en ruine. Ils regardèrent avec étonnement. Aucune légende ne parlait d'une telle construction sur aucune des îles de Vilayet. Ils s'approchèrent prudemment. Les pierres étaient recouvertes par la mousse et le lichen. La toiture effondrée béait vers le ciel. De tous côtés, il y avait des fragments et des blocs de maçonnerie à demi cachés par les herbes ondoyantes, donnant l'impression qu'autrefois, de nombreux bâtiments s'étaient dressés à cet endroit. Peut-être même toute une ville. À présent, il ne restait plus que cette structure de forme allongée, ressemblant à un grand vestibule. Ses murs s'inclinaient vertigineusement, envahis par la végétation et la vigne vierge. Les portes qui avaient jadis gardé son entrée avaient pourri et disparu depuis longtemps. Conan et sa compagne se tinrent sur le large seuil et regardèrent à l'intérieur. Les rayons du soleil ruisselaient par les brèches dans les murs et la voûte, dessinant dans la salle un vague entrelac d'ombre et de lumière. Tenant fermement son épée, Conan entra, de la démarche souple d'une panthère à l'affût, ramassée sur lui-même, sans faire de bruit. Olivia le suivait sur la pointe des pieds. Une fois à l'intérieur, Conan poussa un grognement de surprise, et Olivia étouffa un cri. « Regarde! Oh, regarde !»« Je vois, » répondit-il. « Tu n'as rien à craindre, ce sont des statues. »« Oui, mais comme elles semblent vivantes et mauvaises !» murmura-t-elle en se serrant contre lui. Il se trouvait dans un grand vestibule dont le sol était de pierre polie, recouvert de poussière et de pierres tombées du toit. Des lianes et de la vigne sauvage, poussant entre les pierres, masquaient les ouvertures. Le haut plafond, plat et sans dôme, était soutenu par d'épaisses colonnes, alignées le long des parois. Dans chaque espace entre ces colonnes, se tenait une étrange silhouette. C'étaient des statues, en fer apparemment, noires et luisantes comme si elles étaient polies en permanence. Grandeur nature, elles représentaient des hommes de grande taille, souples et puissamment bâtis, aux traits cruels d'éperviers. Ils étaient nus, et chaque renflement, dépression et contour des articulations et des tendons était représenté avec un réalisme incroyable. Pourtant, l'apparence de vie était la plus forte sur leur visage, orgueilleux et intolérant. Ils n'avaient pas été coulés dans le même moule. Chaque face possédait ses caractéristiques individuelles, même s'il y avait une ressemblance tribale entre elles toutes. L'uniformité monotone d'un art purement décoratif était absente de ces statues, de leur visage du moins. « Ils semblent écouter et attendre !» chuchota la jeune fille avec inquiétude. Conan cogna la poignée de son épée contre l'une d'elles. « Du fer !» déclara-t-il. « Crom ! Dans quel moule ont-elles été fondues ?» Il secoua la tête et haussa ses puissantes épaules avec stupéfaction. Olivia balaya d'un regard timide le grand vestibule silencieux. Elle ne vit que les pierres couronnées de lierre, les piliers recouverts par les lianes et la végétation, et les sombres silhouettes méditant dans leurs niches. Elle eut un frisson de nervosité, et aurait aimé s'en aller. Pourtant, les statues exerçaient une étrange fascination sur son compagnon. Il les examinait en détail, et, se comportant en barbare,
essayaient de briser leurs membres. Elles résistèrent à ses efforts les plus vigoureux. Il lui fut impossible de défigurer ou de déloger de son emplacement une seule de ces images de fer. À la fin, il renonça, lançant des imprécations dans son étonnement. « Sur quelle forme d'homme ont-elles été copiées ?» demanda-t-il à l'univers tout entier. « Ces statues sont noires. Pourtant, elles ne ressemblent pas à des nègres. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Sortons d'ici et retrouvons la lumière du soleil, » le pressa Olivia. Il acquiesça, lançant un dernier regard déconcerté vers les formes méditatives, disposées le long des parois. Ils quittèrent le vestibule obscur pour s'avancer vers la lueur ardente du soleil d'été. Elle fut surprise de noter sa position dans le ciel. Ils avaient passé plus de temps dans les ruines qu'elle ne l'avait supposé. « Retournons au bateau et partons, » suggéra-t-elle. « J'ai peur ici. C'est un endroit étrange et maléfique. Nous pouvons être attaqués à tout moment par la créature inconnue qui a lancé le rocher. »« Je pense que nous sommes en sécurité, tant que nous ne nous trouvons pas sous les arbres, » répondit-il. « Viens. » Le plateau, dont les côtés descendaient en pente abrupte vers les rives boisées à l'est, à l'ouest et au sud, s'élevait au contraire vers le nord et aboutissait à un ensemble compact de falaises rocheuses, le point le plus haut de l'île. Conan se dirigea par là, réglant ses longues enjambées sur le pas plus mesuré de sa compagne. De temps à autre, son regard impénétrable se posait sur elle, et Olivia en avait conscience. Ils atteignirent l'extrémité nord du plateau, et s'arrêtèrent pour regarder vers le haut des falaises aux parois escarpées. Des arbres poussaient en grand nombre le long du rebord du plateau, sur les versants est et ouest, et s'agrippaient à la paroi à pic. Conan regarda ces arbres avec méfiance, puis il commença l'ascension, aidant sa compagne à grimper. La pente n'était pas trop forte, entrecoupée de saillies rocailleuses et de blocs de rochers. Le Cimérien, né dans une région de collines, aurait pu l'escalader en courant, avec l'agilité d'un félin. Olivia, quant à elle, trouvait cet exercice plus délicat. À plusieurs reprises, elle se sentit soulevée du sol et hissée au-dessus d'un obstacle naturel, dont le passage lui aurait demandé un trop grand effort. Son étonnement grandit à la vue de la puissance physique de cet homme. Elle ne trouvait plus son contact répugnant, et se sentait protégée par sa prise d'acier. À la fin, ils se tinrent sur la plus haute des falaises. Le vent soufflant de la mer agitait leurs chevelures. Sous eux, la paroi tombait à pic sur plus de 300 ou 400 pieds. En bas, une étroite bande de bois touffu bordait le rivage. Regardant vers le sud, ils virent l'île dans son ensemble. Elle avait la forme d'un grand miroir ovale, dont les côtes biaisées descendaient rapidement vers une bordure de végétation, sauf aux endroits où elle s'interrompait net sur les falaises abruptes. Aussi loin que leur regard pouvait porter, les eaux bleutées s'étendaient de tous côtés, placides, immobiles, se perdant dans les brumes rêveuses à l'horizon. « La mer est calme, » soupira Olivia. « Pourquoi ne pas poursuivre notre voyage ?» Conan, semblable à une statue de bronze, se découpant sur le ciel, désignait le nord. Scrutant l'horizon, Olivia aperçut une tache blanche qui semblait flotter au sein des brumes lointaines. Qu'est-ce ? Une voile. Des Hyrcaniens ? Qui pourrait le dire à cette distance ? Ils ont l'intention de jeter l'ancre ici, pour fouiller l'île et nous retrouver, s'écria-t-elle en proie à une vive panique. Cela m'étonnerait. Ils viennent du nord. Il est donc impossible qu'ils soient à notre recherche. Ils désirent peut-être accoster pour une autre raison. Dans ce cas, il faudra nous cacher du mieux que nous le pouvons. Mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une galère pirate ou hyrcanienne de retour d'un raid au nord. Dans ce dernier cas, ils ne jetteront sans doute pas l'ancre ici. Toutefois, nous devrons attendre qu'ils aient dépassé l'île avant de reprendre la mer, car ils viennent de la direction où nous comptons nous rendre. Ce sera chose faite cette nuit. Nous pourrons poursuivre notre route à l'aube. Alors, nous allons devoir rester ici cette nuit ? Elle frissonna. C'est le plus sûr. Entendu. Mais dormons ici, parmi ces rochers.
le pressa-t-elle. Il secoua la tête, balayant du regard les arbres rabougris, les bois s'étendant en contrebas, dont la masse verdâtre semblait tendre des vrilles le long des parois rocheuses, pour grimper jusqu'au haut des falaises. Il y a trop d'arbres. Nous dormirons dans les ruines. Elle poussa un cri de protestation. Il ne t'arrivera rien là-bas, la rassura-t-il. Quelle que soit la créature qui a lancé cette pierre sur nous, elle ne sortira pas des bois pour nous suivre. Je n'ai vu aucune trace indiquant qu'une bête sauvage avait fait de ces ruines son gîte. De plus, tu es fragile et peu robuste, habitué à une vie facile et au confort. Je pourrais dormir nu dans la neige et n'en ressentir aucun désagrément. Mais si tu devais dormir en plein air, la rosée te donnerait des crampes et tu tomberais malade. Olivia acquiesça avec désespoir. Ils redescendirent la pente, traversèrent le plateau et s'approchèrent une nouvelle fois des ruines mélancoliques, hantées par les siècles. À présent, le soleil descendait en dessous du rebord du plateau. Ils avaient trouvé des fruits dans les arbres proches des falaises, qui constituèrent leur dîner, à la fois nourriture et boisson. La nuit du sud tombait rapidement, parsemant le ciel bleu sombre de grandes étoiles blanches. Conan pénétra dans les ruines peuplées de ténèbres, tirant à sa suite une Olivia peu disposée à l'imiter. Elle trembla à la vue de ces ombres figées et raidies dans leurs niches le long des murs. Dans l'obscurité que la clarté des étoiles ne faisait qu'effleurer, elle ne distinguait pas leurs contours. Elle percevait seulement leur attitude d'attente. Elles attendaient, comme elles avaient attendu durant des ères innombrables. Conan avait apporté une grande brassée de branches souples, bien feuillues. Il les disposa pour en faire une couche à l'attention d'Olivia, qui s'allongea sur les branchages, avec la curieuse sensation de quelqu'un s'apprêtant à passer la nuit dans le repère d'un serpent. Quels que fussent les pressentiments de l'Ophiérienne, Conan ne les partageait pas. Le Cimmérien s'assit à côté d'elle, adossé à une colonne, son épée posée en travers de ses genoux. Dans la pénombre, ses yeux brillaient comme ceux d'une panthère. « Dors, jeune fille, » dit-il. « Mon sommeil est aussi léger que celui d'un loup. Rien ne pourrait entrer dans cette salle sans me réveiller aussitôt. » Olivia ne répondit pas. De son lit de feuilles, elle observait les silhouettes immobiles, indistinctes dans les ténèbres veloutées. Comme c'était étrange. Elle se trouvait en compagnie d'un barbare, qui veillait sur elle et la protégeait, d'un homme appartenant à une race dont les récits à son propos l'avaient terrifiée dans son enfance. Il faisait partie d'un peuple farouche, sanguinaire et cruel. Ses rapports étroits avec la nature sauvage étaient évidents dans le moindre de ses gestes. Il flamboyait dans ses yeux ardents. Pourtant, il ne lui avait fait aucun mal, et son pire oppresseur avait été un homme que le monde disait civilisé. Tandis qu'une délicieuse langueur s'emparait lentement de ses membres détendus, et qu'elle s'enfonçait dans les vagues brumeuses du sommeil, sa dernière pensée éveillée fut le souvenir lointain des doigts de Conan, se posant avec fermeté sur sa peau délicate. Partie 2. Olivia rêvait, et dans ses rêves s'insinuait la suggestion d'un mal ineffable, comme un serpent noir rampant parmi un jardin de fleurs. Ses rêves étaient fragmentaires et vivement colorés, parties composites et étranges d'un dessin d'ensemble pour le moment inachevé et inconnu. Puis ils se cristallisèrent et formèrent une scène d'horreur et de démence, se détachant sur un arrière-plan de pierres et de colonnes cyclopéennes. Elle voyait un grand vestibule. Son plafond élevé était soutenu par des colonnes de pierre s'étendant en des rangées égales, le long de murs épais. Entre ces piliers voletaient de grands perroquets verts et écarlates. La salle était emplie de guerriers à la peau noire et aux traits de rapaces. Ce n'étaient pas des nègres, et ils ne ressemblaient à rien à ce qu'Olivia connaissait au monde, tout autant que leurs vêtements et leurs armes. Ils se pressaient autour d'un homme attaché à un pilier. Un adolescent, au corps élancé et à la peau blanche. Des boucles blondes tombaient sur son front d'albâtre. Sa beauté était plus qu'humaine, pareille au rêve d'un dieu, ciselé dans le marbre vivant. Les guerriers noirs riaient et se moquaient de lui,
l'invectivaient en une langue inconnue. La forme nue et svelte se tordait sous leurs mains cruelles. Du sang ruisselait sur ses cuisses d'ivoire, éclaboussant le sol de pierres polies. Les hurlements de la victime résonnaient à travers le vestibule. Alors, levant la tête vers le plafond et les cieux, au-delà, il cria un nom d'une voix redoutable. Une dague, tenue par une main d'ébène, interrompit net son cri, et la tête aux cheveux d'or retomba sur la poitrine d'ivoire. Comme en réponse à ce cri de désespoir, il y eut un grondement de tonnerre, comme produit par les roues d'un char céleste. Une forme se dressa soudain devant les meurtriers. Elle semblait s'être matérialisée du vide. La silhouette était humaine, mais jamais aucun mortel ne revêtit une telle beauté. Elle représentait une ressemblance évidente avec l'adolescent qui gisait sans vie, retenu par ses chaînes. Pourtant, l'humanité qui adoucissait le caractère divin du jeune homme était absente des traits de l'étranger, terrible et impassible dans leur beauté. Les guerriers noirs reculèrent avec peur devant lui. Leurs yeux étaient devenus des fentes emplies de feu. Levant une main, il parla, et les accents de sa voix se répercutèrent à travers les salles silencieuses en de graves et mélodieuses vagues sonores. Tels des hommes en transe, les noirs reculèrent, jusqu'à ce qu'ils soient alignés en des rangées régulières le long des murs. Alors, des lèvres ciselées de l'étranger, retentit une invocation, un commandement redoutable. « Yakulan Yokta! Xutala !» Comme ce terrible cri explosait, les silhouettes noires se raidirent et se figèrent sur place. Sur leurs membres se glissa une rigidité étrange, une pétrification surnaturelle. L'étranger toucha légèrement le corps flasque de l'adolescent, et ses chaînes tombèrent. Il prit le cadavre dans ses bras. Puis, avant de s'éloigner, son regard serein passa de nouveau sur les rangées silencieuses de silhouettes d'ébène. Il montra la lune qui brillait par les croisées. Et elles comprirent, ces statues crispées et figées, condamnées à l'attente, qui avaient été des hommes. Olivia se réveilla brusquement et se redressa sur sa couche de branchages. Une sueur glacée recouvrait sa peau. Son cœur battait bruyamment dans le silence. Elle lança un regard éperdu autour d'elle. Conrad dormait, adossé à sa colonne. Sa tête était inclinée sur son torse puissant. La lueur argentée de la lune tardive se glissait par le toit béant, projetant sur le sol poussiéreux de longues traînées blanches. Elle apercevait vaguement les statues noires, crispées, tendues, attendant. Combattant la peur panique qui montait en elle, elle vit les rayons lunaires se poser légèrement sur les colonnes et les formes entre celles-ci. Qu'était-ce? Un frémissement parcourut les ombres, là où tombait la clarté lunaire. L'horreur paralysa Olivia, car l'immobilité de la mort était remplacée par le mouvement, çà et là. Une lente contraction, une flexion, une torsion des membres d'ébène. Un cri horrible s'échappa de ses lèvres, comme elle brisait les liens qui la maintenaient muette et pétrifiée. À son hurlement, Conan se dressa d'un bond, instantanément. Ses dents brillant, son épée brandie. « Les statues! Les statues! Ô Dieu! Les statues reviennent à la vie !» Comme elle criait, elle bondit et s'élança par une brèche dans le mur, se frayant un passage à travers les lianes et la végétation, et courut, aveuglément, sans réfléchir, en hurlant. Puis une prise vigoureuse sur son bras la retint. Elle cria et se débattit entre les bras qui l'emprisonnaient, jusqu'à ce qu'une voix familière pénètre les brumes de sa terreur. Elle vit le visage de Conan, un masque d'égarement dans la clarté lunaire. « Au nom de Crom! Que se passe-t-il, jeune fille? Tu as fait un cauchemar ?» Sa voix lui parut étrangère et lointaine. Avec un sanglot convulsif, elle enlaça dans ses bras le cou puissant du cimérien et s'accrocha follement à lui, poussant de petits cris éperdus. « Où sont-elles? Nous suivent-elles »
Personne ne nous suit, répondit-il. Elle se redressa, toujours cramponnée au barbare, et lança un regard apeuré autour d'elle. Sa fuite aveugle l'avait amenée jusqu'au rebord sud du plateau. La pente commençait juste à leurs pieds. En contrebas, s'étendaient les ombres épaisses des bois. Derrière eux, elle aperçut les ruines se découpant dans la clarté lunaire. « Tu ne les as pas vues? Les statues! Elles ont bougé, levé leurs mains. Leurs yeux luisaient dans les ténèbres. »« Je n'ai rien vu, » répondit Conan, avec un certain malaise. « Je dormais plus profondément qu'à l'ordinaire. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu une nuit entière de sommeil. Pourtant, je suis certain que si quelque chose était entré dans la salle, cela m'aurait réveillé aussitôt. Rien n'est entré. » Un rire hystérique s'échappa des lèvres d'Olivia. « C'était quelque chose qui trônait déjà là. Ah, Mitra! Nous nous sommes étendus pour dormir au milieu d'elle, comme des brebis cherchant refuge dans un abattoir. »« De quoi parles-tu » demanda-t-il. « Ton cri m'a réveillé en sursaut. Avant même d'avoir eu le temps de regarder autour de moi, je t'ai vu courir comme une folle et disparaître par une brèche dans le mur. Je t'ai poursuivi, craignant que tu ne te blesses. J'ai cru que tu avais fait un cauchemar. »« C'est bien ce qui s'est passé. » Elle grelotta. « Hélas, la réalité est encore plus sinistre que le rêve. Écoute !» Et elle lui raconta tout ce qu'elle avait rêvé et cru voir. Conan écoutait attentivement. Le scepticisme naturel de l'homme civilisé lui était étranger. Dans sa mythologie, on trouvait des ghouls, des gobelins et des nécromants. Alors qu'elle eut fini, il demeura silencieux, jouant machinalement avec son épée. L'adolescent qu'il torturait ressemblait à l'homme de grande taille qui est venu ensuite, demanda-t-il finalement. Comme un fils ressemble à son père, répondit-elle, puis avec hésitation. Si l'esprit était capable de concevoir le fruit de l'union entre un dieu et un être humain, il ferait le portrait de cet adolescent. Les dieux des anciens temps faisaient parfois l'amour à des mortels, disent nos légendes. Lesquels? Murmura-t-il. Les dieux sans nom, oubliés par les hommes. Qui sait? Ils sont repartis vers les eaux tranquilles des lacs, le sein paisible des collines, les gouffres au-delà des étoiles. Les dieux durent aussi peu que les hommes. Mais si ces formes étaient des hommes, punis et changés en statues de fer par un dieu ou un démon, comment peuvent-elles revenir à la vie? Les sortilèges de la lune, frissonna-t-elle. Il a montré la lune. Lorsque la lune brille sur elle, les statues revivent. C'est ce que je crois. Néanmoins, nous n'avons pas été poursuivis, murmura Conan, en regardant vers les ruines silencieuses. Tu as peut-être rêvé qu'elle bougeait. Je suis d'avis de retourner là-bas et de nous en assurer. Non, non, s'écria-t-elle, l'agrippant avec désespoir. Il est possible que le sort jeté sur eux les empêche de sortir de la salle. Ne retourne pas dans ces ruines. Ils te tortureront et te mettront en pièces, membre après membre. Oh, Conan! Regagnons notre bateau et fuyons cette île affreuse. Le navire hircanien nous a certainement dépassés à présent. Allons-nous-en! Sa requête était si éperdue que le Cimmérien en fut impressionné. Sa curiosité concernant les statues était contrebalancée par ses superstitions. Il ne craignait aucun adversaire de chair et de sang, même si la chance était contre lui. Mais toute manifestation surnaturelle réveillait en lui les peurs instinctives, vagues et monstrueuses qui sont l'héritage des barbares. Il prit la jeune fille par la main, et ils descendirent la pente pour pénétrer dans le bois touffu, où les feuilles chuchotaient et où les oiseaux nocturnes, son nom, murmuraient doucement. Sous les arbres, les ombres s'amoncelaient, et Conan fit des détours pour éviter les blocs de ténèbres les plus épais. Ses yeux allaient continuellement d'un côté et de l'autre, regardaient souvent vers les branches au-dessus d'eux. Il marchait rapidement, quoique prudemment. Son bras passait autour de la taille d'Olivia, avec une telle force qu'elle avait l'impression d'être portée plus que guidée. Aucun d'eux ne parlait. Le seul bruit était la respiration courte et nerveuse de l'Ophirienne, le léger bruissement de ses pieds menus dans l'herbe. Ils franchirent la ligne d'arbres et arrivèrent au bord de l'eau. Celle-ci luisait faiblement,
pareil à de l'argent en fusion dans la clarté lunaire. Nous aurions dû emporter des fruits, murmura Conan. Bah, nous rencontrerons probablement d'autres îles. Autant partir maintenant, sans attendre. Dans quelques heures, l'aube se levera et... Sa voix hésita et mourut. L'amarre était toujours solidement attachée à la racine de l'arbre. Mais à l'autre extrémité, la barque avait été mise en pièces et fracassée, à demi immergée dans l'eau peu profonde. Olivia émit un cri étouffé. Conan pivota rapidement sur ses talons et fit face aux ombres denses, pareilles à des statues de bronze, menaçant et prêt à bondir. Le gazouillis des oiseaux sonores s'était tu brusquement. Un silence indéfinissable régnait sur les bois. Aucune brise n'agitait les branchages. Pourtant, quelque part, les feuilles remuaient légèrement. Aussi vif qu'un grand félin, Conan prit Olivia dans ses bras et courut. Ressemblant à un fantôme, il traversa rapidement les ombres, tandis que quelque part, au-dessus et derrière eux, s'élevait le bruit curieux d'une course précipitée parmi les feuillages. Cela se rapprochait de plus en plus, inexorablement. Puis les rayons lunaires éclairèrent leurs visages, et ils gravirent, en une course éperdue, la pente du plateau. Sur la crête, Conan posa Olivia à terre et se retourna pour regarder vers le gouffre d'ombre qu'il venait de quitter. Les feuilles remuaient, sous l'effet d'une brise soudaine. C'était tout. Il secoua sa crinière avec un grognement furieux. Olivia se traîna jusqu'à ses pieds, comme une enfant terrifiée. Ses yeux se levèrent vers lui, formant des puits sombres emplis d'horreur. « Oh, qu'allons-nous faire, Conan » chuchota-t-elle. Il regarda en direction des ruines, scruta de nouveau les bois en contrebas. « Nous passerons la nuit sur les falaises, » déclara-t-il, en l'aidant à se relever. « Demain, je construirai un radeau, et nous tenterons de nouveau notre chance sur la mer. »« Ce ne sont pas... elles qui ont détruit notre bateau ?» C'était autant une question qu'une assertion. Il secoua la tête, farouchement taciturne. Tandis qu'il traversait le plateau baigné par la clarté lunaire, chaque pas faisait transpirer d'horreur Olivia. Pourtant, aucune forme noire ne se glissa furtivement hors des ruines. Ils arrivèrent finalement au pied d'un des rochers qui se dressait, empreint d'une sombre majesté. Conan s'arrêta à cet endroit avec incertitude, et il choisit finalement une anfractuosité abritée par une large saillie rocheuse, située à une bonne distance des arbres. « Étends-toi et dors si tu le peux, Olivia, » dit-il. « Je monterai la garde. » Mais Olivia ne trouva pas le sommeil et resta allongée, observant les ruines lointaines et la lisière des bois. Les étoiles pâlirent, l'est blanchit, et l'aube embrasa l'horizon de ses lueurs roses et or, brillant sur les brins d'herbe humides de rosée. Elle se leva avec raideur, et les événements de la nuit passée occupèrent de nouveau son esprit. Dans la lumière du matin, certaines de ses terreurs ressemblaient aux hallucinations résultant d'une imagination trop vive. Conan vint vers elle, et ses paroles lui causèrent un grand choc. Peu avant l'aube, j'ai entendu le craquement d'une mâture, le grincement de cordages et le claquement de rames. Un navire a stoppé et jeté l'ancre devant la plage, pas très loin. Probablement le navire dont nous avons aperçu la voile hier. Nous allons monter en haut des falaises et voir à quoi il ressemble. » Ce qu'ils firent. Et, allongés sur le ventre parmi les rochers, ils aperçurent un mât peint saillant du faîte des arbres à l'ouest. « Un navire hyrcanien, d'après son gréement, » murmura Conan. « Je me demande si l'équipage... » Un concert de voix éloignées atteignit leurs oreilles. Rampant vers le rebord sud des falaises, ils virent une horde bigarrée émerger de la lisière des arbres recouvrant la partie occidentale du plateau, et s'arrêter pour engager une discussion. Il y eut des gestes de bras, d'épées brandies et d'arguments exposés bruyamment. Puis toute la bande se remit en marche, traversant le plateau en direction des ruines, suivant un chemin qui la ferait passer au pied des falaises. « Des pirates !» chuchota Conan, avec un sourire sévère sur ses minces lèvres. « C'est une galère hyrcanienne qu'ils ont capturée.
Vite, cache-toi parmi les rochers. Ne te montre pas, jusqu'à ce que je t'appelle, lui recommanda-t-il, après l'avoir aidé à se dissimuler d'une manière satisfaisante parmi un amas de gros rochers, sur la crête des falaises. Je vais au-devant de ces chiens. Si mon plan réussit, tout se passera bien et nous quitterons l'île avec eux. Si j'échoue, ma foi, reste bien caché dans les rochers jusqu'à leur départ, car tous les démons de cet endroit maudit ne sauraient être aussi cruels que ces loups des océans. S'arrachant à ses mains qui le retenaient, il descendit rapidement au bas des falaises. Regardant avec effroi depuis sa cachette, Olivia vit que le groupe s'était rapproché de la pente escarpée des rochers. Comme elle regardait, Conan surgit devant eux et leur fit face, son épée à la main. Ils battirent en retraite, poussant des cris de menace et de surprise. Puis ils s'arrêtèrent avec incertitude pour mieux examiner cette silhouette qui était apparue si soudainement sur le plateau. Ils étaient au moins 70, une horde sauvage composée d'hommes de nombreuses nations, Cossiens, Zamoriens, Brythuniens, Corinthiens et Chémites. Leurs traits reflétaient la sauvagerie de leur nature. Beaucoup portaient la marque du fouet ou du fer rouge. Il y avait des oreilles coupées, des nez fendus en deux, des orbites béantes, des moignons de poignets, blessures infligées par le bourreau autant que cicatrices résultant de batailles sanglantes. La plupart d'entre eux étaient à moitié nus, mais les rares vêtements qu'ils portaient étaient de prix et élégants. Jaquettes au soutache d'or, ceinturons de satin, brais de soie en lambeaux, maculés de goudron et de sang, ainsi que des cuirasses d'argent ciselées. Des gemmes étincelaient sur des anneaux de nez et des boucles d'oreilles, sur des pommeaux de leurs dagues. Se dressant face à cette foule étrange, le gigantesque cimérien offrait un contraste étonnant, du fait de ses membres puissants et hâlés, de ses traits bien dessinés et énergiques. « Qui es-tu » rugirent-ils. « Conan le cimérien !» Sa voix résonna, pareille au défi rauque d'un lion. « Je faisais partie des francs compagnons. J'ai l'intention de tenter ma chance avec la Fraternité Rouge. Qui est le chef ? Moi, par Ishtar !» beugla une voix de taureau. Une silhouette imposante s'avança d'un air crâne. C'était un géant, nu jusqu'à la taille. Sa panse rebondie était entourée d'une large ceinture, retenant d'amples pantalons en soie. Sa tête était entièrement rasée, à l'exception d'une mèche de cheveux sur le dessus du crâne. Ses moustaches retombaient sur une bouche aux dents jaunâtres. Des babouches chémites en cuir vert, au bout pointé vers le ciel, chaussaient ses pieds. Il tenait dans sa main une longue épée droite. Conan ouvrit de grands yeux, et son regard étincela. « Sergius de Cochera, par Crom !»« Oui, par Ishtar !» tonna le géant. Ses petits yeux noirs brillaient de haine. « Tu crois peut-être que j'ai oublié ? Ah ! Sergius n'oublie jamais un ennemi. Je vais te pendre par les chevilles et t'écorcher vif. Saisissez-vous de lui, camarades !»« C'est cela. Envoie tes chiens, gros ventre !» se moqua Conan avec un dédain amer. « Tu as toujours été un lâche, bâtard de Kos. »« Lâche ? Moi ?» Le large visage devint rouge de fureur. « En garde, chien du Nord ! Je vais t'embrocher et t'arracher le cœur !» En un instant, les pirates avaient formé un cercle autour des deux hommes. Leurs yeux flamboyaient, leur respiration sifflait entre leurs dents en une joie sanguinaire. Là-haut, parmi les rochers, Olivia observait la scène. Dans son émotion et sa douleur, elle avait planté ses ongles dans ses paumes. Sans plus de cérémonie, le combat s'engagea. Sergius se rua à l'attaque, aussi rapide qu'un félin, malgré son poids. Il lançait des imprécations entre ses dents serrées, tout en frappant et parant avec vigueur. Conan se battait en silence. Ses yeux s'étaient réduits à des fentes où brillait un feu d'un bleu sinistre. Le Cossien cessa ses jurons pour économiser son souffle. Les seuls bruits étaient le rapide bruissement des pieds sur l'herbe, la respiration haletante du pirate, le tintement et le cliquetis de l'acier. Les épées étincelaient comme du feu blanc dans le soleil matinal,
tournoyant et décrivant des cercles. Elles semblaient fuir le contact l'une de l'autre, puis bondir aussitôt pour se souder de nouveau. Sergius cédait du terrain. Seule sa grande adresse l'avait préservé jusqu'ici des assauts foudroyants du Cimérien. Un cliquetis métallique plus prononcé, un grincement de lame, un cri étouffé. La horde des pirates poussa un hurlement, comme l'épée de Conan transperçait le corps massif de leur capitaine. La pointe ressortit en frissonnant entre les omoplates de Sergius, un feu blanc d'une largeur de main dans la lumière du soleil. Puis le Cimérien dégagea sa lame d'une torsion. Le chef des pirates tomba lourdement, face contre terre, gisant dans une mare de sang qui s'agrandit rapidement. Ses mains épaisses griffèrent le sol un instant, puis s'immobilisèrent. Conan se retourna vivement vers les corsaires stupéfaits. « Et voilà, chien !» rugit-il. « J'ai expédié votre chef en enfer. Que dit la loi de la fraternité rouge ?» Avant que quiconque puisse répondre, un Britunien à la face de rat qui se tenait derrière ses compagnons fit rapidement tournoyer une fronde mortelle. Telle d'une flèche, la pierre vola jusqu'à sa cible. Conan chancela et tomba comme un grand arbre sous la hache d'un bûcheron. Au sommet de la falaise, Olivia se retint au rocher pour ne pas tomber. La scène flottait vertigineusement devant ses yeux. Tout ce qu'elle pouvait voir était le Cimérien gisant à terre. Du sang coulait de sa blessure à la tête. Le pirate à la face de rat poussa un glapissement de triomphe et se jeta en avant pour poignarder l'homme prostré sur le sol. Un Corinthien, au corps nerveux, l'en empêcha. « Eh bien, Aratus, voudrais-tu violer la loi de la fraternité, chien galeux ?»« Aucune loi n'a été violée, » grogna le Britunien. « Oh, vraiment ? Et cet homme que tu viens de jeter à terre, il était devenu notre capitaine de plein droit. »« Non !» s'écria Aratus. « Il ne faisait pas partie de notre bande, c'était un étranger. Il n'avait pas été admis dans notre fraternité. Il a eu raison de Sergius, mais cela ne fait pas de lui notre capitaine, comme l'ordonnerait la loi si l'un de nous l'avait tué. »« Il désirait se joindre à nous, » rétorqua le Corinthien. « Il l'a dit !» À ces mots, une grande clameur s'éleva, certains se rangeant du côté d'Aratus, d'autres prenant le parti du Corinthien, qui s'appelait Ivanos. Des jurons fusèrent abondamment, des défis furent échangés, des mains cherchèrent furtivement des poignées d'épée. À la fin, un schémite parvint à se faire entendre au-dessus du vacarme. « Pourquoi vous disputez à propos d'un homme mort ?»« Il n'est pas mort, » répondit le Corinthien. Agenouillé près du Cimérien étendu à terre, il se redressa. « La pierre n'a fait que l'effleurer, il est seulement assommé. » Aussitôt la dispute reprit de plus belle, Aratus essayant d'arriver jusqu'à l'homme évanoui à terre. Ivanos se mettant finalement à califourchon au-dessus de lui, épée à la main, et défiant ainsi toute la bande. Olivia sentit que ce n'était pas tellement par sympathie pour Conan que le Corinthien prenait sa défense, mais beaucoup plus par opposition à Aratus. De toute évidence, ces deux hommes avaient été les lieutenants de Sergius et de Séméguer. Après une nouvelle discussion, les pirates décidèrent d'attacher Conan et de l'emmener avec eux. On déciderait de son sort ultérieurement. Le Cimérien, qui commençait à recouvrer ses esprits, fut attaché avec des courroies en cuir. Puis 4 pirates le soulevèrent du sol, et avec nombre d'invectives et d'imprécations, l'emportèrent, suivant les autres, qui progressaient à travers le plateau. Le corps de Sergius fut laissé là où il était tombé, une forme hideuse, étalée sur le sol inondé de soleil. Là-haut, parmi les rochers, Olivia était sous le choc, anéantie par ce désastre. Incapable de parler ou d'agir, elle restait pétrifiée sur place, le regard horrifié. La horde s'éloignait et emmenait l'homme qui l'avait protégée. Combien de temps resta-t-elle ainsi prostrée? Elle ne le saurait jamais. Les pirates traversèrent le plateau, atteignirent les ruines et y entrèrent avec leurs captifs. Elle les voyait aller et venir par les portes et les brèches, cherchant parmi les monceaux de débris et inspectant les parois. Quelques instants plus tard, une vingtaine d'hommes retraversaient le plateau et disparaissaient parmi les arbres, vers le bord occidental. Ils emportaient avec eux le corps de Sergius,
probablement pour le jeter à la mer. Tout autour des ruines, les autres abattaient des arbres et préparaient un feu. Olivia entendit leurs cris que l'éloignement rendait inintelligibles, ainsi que les voix de ceux partis dans les bois. Elles résonnaient parmi les arbres. Bientôt, ils réapparurent, portant des barriques d'alcool et des sacs de cuir contenant de la nourriture. Ils se dirigèrent vers les ruines, jurant avec vigueur sous leur charge. Olivia n'avait qu'une conscience vague de tous ces faits et gestes. Son esprit accablé était sur le point de chavirer. Laissée seule et sans défense, elle réalisait tout ce que la protection du Cimérien avait représenté pour elle. À ce stade de ses pensées, apparut un certain étonnement devant les facéties insensées du destin, qui avait fait d'elle, la fille d'un roi, la compagne d'un barbare aux mains rouges. Elle éprouvait en même temps une répulsion pour sa propre race. Son père et le chat Amura avaient été des hommes civilisés. Pourtant, elle n'avait connu que la souffrance auprès d'eux. Elle n'avait jamais connu un homme civilisé qui les traitait avec bienveillance, sauf si un autre motif se dissimulait derrière ses actes. Conan l'avait défendu, protégé, et, jusqu'à présent, n'avait rien demandé en retour. Posant sa tête sur ses bras délicats, elle versa des larmes amères. Puis des cris lointains de réjouissance vulgaire lui firent prendre conscience du danger qu'elle courait elle-même. Elle détourna son regard des ruines sombres où les silhouettes fantastiques, rapetissées du fait de la distance, dansaient, trébuchaient et titubaient pour scruter les profondeurs sinistres de la forêt. Même si ces visions terrifiantes de la nuit dernière dans les ruines n'avaient été qu'un mauvais rêve, la menace tapie au sein de ces renfoncements verdâtres et feuillus en contrebas n'était pas, elle, une invention de son esprit craintif ou une hallucination. Si Conan était massacré ou emmené comme captif, son seul choix serait de se livrer volontairement à ces loups humains des océans, ou bien de rester seul sur cette île hantée par un démon. Comme toute l'horreur de sa situation fondait sur elle, elle perdit connaissance et tomba à terre. Partie 3. Le soleil était descendu à l'horizon, lorsque Olivia recouvra ses sens. Un vent léger apportait jusqu'à ses oreilles des cris lointains et des bribes de chants paillards. Se relevant prudemment, elle regarda de l'autre côté du plateau. Elle vit les pirates dispersés autour d'un grand feu à l'extérieur des ruines. Son cœur fit un bond, comme un groupe émergeait de celle-ci, tirant à sa suite quelqu'un qu'elle savait être Conan. Ils l'appuyèrent contre le mur, de toute évidence toujours solidement attaché. Une longue discussion s'ensuivit, avec beaucoup de cris et d'armes brandies. À la fin, ils le ramenèrent dans le grand vestibule, et reprirent leur occupation du moment, qui était de vider les tonneaux d'Al. Olivia poussa un soupir. Au moins, elle savait que le Cimérien était toujours en vie. Une nouvelle détermination se glissa en elle. Dès que la nuit serait tombée, elle se glisserait vers ces ruines sinistres et le délivrerait, ou bien se ferait prendre au cours de ses tentatives. Et elle savait que ce n'était pas seulement un intérêt égoïste qui lui dictait cette décision. Avec ce projet en tête, elle prit le risque de quitter son refuge pour cueillir et manger des noisettes qui se trouvaient, çà et là, à portée de sa main. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Alors qu'elle était ainsi occupée, elle eut la sensation désagréable d'être épiée. Elle scruta nerveusement les rochers, puis, envahie par un horrible soupçon, rampa jusqu'à la paroi nord de la falaise. Elle abaissa son regard vers la masse verte et ondoyante que recouvraient déjà les ombres du crépuscule. Elle ne vit rien. Il était impossible que quelqu'un tapi dans ces bois l'aperçoive, à moins de se trouver au bord de la falaise. Pourtant, elle sentait distinctement le regard d'yeux invisibles fixé sur elle, et comprit que quelque chose de vivant était au courant de sa présence et connaissait sa cachette. Se glissant de nouveau parmi les rochers, elle resta dans son abri, surveillant les ruines lointaines jusqu'à ce que les ombres de la nuit les masquent. Elle nota soigneusement leur position d'après les flammes vacillantes autour desquelles des silhouettes sombres bondissaient et gesticulaient lourdement. Alors elle se leva. Le moment était venu. Avant de faire cette tentative,
Elle retourna furtivement vers la paroi nord de la falaise, et regarda en bas vers les bois bordant le rivage. Comme elle scrutait les ténèbres sous la faible clarté des étoiles, elle se raidit brusquement, et une main glacée toucha son cœur. Loin en dessous d'elle, quelque chose bougeait. On aurait dit une ombre noire sortant et se détachant du gouffre d'ombre en contrebas. Cela se déplaçait lentement, grimpant le long de la paroi nue de la falaise. Une masse indistincte, sans forme précise dans la demi-obscurité. La panique saisit Olivia à la gorge, et elle lutta contre le cri qui cherchait à s'échapper de ses lèvres. Se détournant, elle s'enfuit au bas de la pente tournée vers le sud. Cette fuite éperdue au sein des ténèbres ressemblait à un cauchemar. Elle glissait, trébuchait, tombait, se rattrapait au rocher déchiqueté. Comme elle déchirait sa peau délicate, écorchait ses doigts glacés et meurtrissait ses membres d'albâtre contre les blocs rocheux aux aspérités cruelles, là où Conan l'avait portée si facilement, elle réalisa de nouveau à quel point elle dépendait du barbare aux nerfs d'acier. Pourtant, cette pensée se perdait au milieu d'un maelstrom furieux de terreur vertigineuse. La descente semblait interminable. Pourtant, ses pieds heurtèrent finalement le sol herbeux du plateau. En proie à une véritable frénésie d'impatience, Olivia courut vers le feu qui brûlait tel le cœur rouge de la nuit. Comme elle fuyait, elle entendit derrière elle une pluie de pierres qui roulaient et résonnaient au bas de la pente escarpée. Ce bruit lui donna des ailes. Quel était l'effroyable grimpeur qui délogeait ainsi ces pierres? Elle n'osa même pas y penser. Cette action physique brutale contribua à chasser sa terreur aveugle, et avant qu'elle ait atteint les ruines, ses pensées étaient revenues claires, ses facultés de raisonnement intactes, même si ses membres tremblaient encore à la suite de cette course effrénée. Elle se laissa tomber à terre et continua d'avancer en rampant et en se glissant sur le ventre. Bientôt, cachée derrière un arbuste qui avait échappé aux haches des pirates, elle épiait ses ennemis. Ils avaient terminé leur dîner, mais continuaient de boire, plongeant des pots en étain ou des gobelets ornés de gemmes dans des tonneaux de vin défoncés. Certains ronflaient déjà, ivres-morts, étendus sur l'herbe, tandis que d'autres s'étaient dirigés d'un pas titubant vers les ruines. Conan était invisible. Elle resta blottie derrière l'arbuste tandis que la rosée recouvrait l'herbe autour d'elle et les feuilles au-dessus de sa tête. Les hommes autour du feu juraient, jouaient aux dés ou discutaient. Il n'était plus qu'un petit nombre à présent. La plupart des pirates étaient allés dormir dans les ruines. Elle les observait, les nerfs crispés par l'attente et la tension, frissonnant à la pensée de ce qui l'épiait, peut-être elle-même, de la créature qui se glissait peut-être dans les ténèbres pour fondre sur elle à l'improviste. Le temps s'écoulait avec une lenteur désespérante. L'un après l'autre, les pirates sombraient dans un sommeil profond, abrutis par l'alcool. Bientôt, tous gisaient inconscients auprès du feu moribond. Olivia hésita, puis fut galvanisée par une lueur lointaine qui apparaissait parmi les arbres. La lune se levait. Avec une exclamation sourde, elle se leva et se dirigea rapidement vers les ruines. Elle grelottait, tandis qu'elle s'avançait sur la pointe des pieds, passant entre les formes étendues à proximité du portail béant. À l'intérieur, les pirates étaient beaucoup plus nombreux. Ils bougeaient et marmonnaient dans leurs rêves hébétés. Pourtant, aucun d'eux ne se réveilla tandis qu'elle se glissait doucement parmi eux. Un sanglot de joie monta vers ses lèvres, comme elle apercevait Conan. Le cimérien, debout et attaché à un pilier, était parfaitement réveillé. Ses yeux brillaient, avec le léger reflet du feu déclinant au dehors. Choisissant soigneusement son chemin parmi les dormeurs, elle s'approcha de lui. Elle n'avait fait aucun bruit. Néanmoins, il l'avait entendu venir, l'avait vu quand sa silhouette s'était découpée dans l'embrasure de la porte. Un léger rictus apparut sur ses lèvres cruelles. Elle le rejoignit et se serra contre lui un instant. Il sentit les battements rapides du cœur d'Olivia contre sa poitrine.
Un rayon de lune se glissa par une large brèche dans le mur. L'air vibra aussitôt d'une subtile tension. Conan le sentit et se raidit. Olivia le sentit et poussa une exclamation. Les dormeurs ronflaient toujours. Se baissant rapidement, elle retira une dague du ceinturon de son propriétaire endormi, et saisissant les liens de Conan, se mit au travail. C'étaient des cordages lourds et épais, attachés avec toute l'habileté d'un marin. Elle s'efforçait de les trancher, avec l'énergie du désespoir, tandis que le clair de lune recouvrait lentement les dalles de pierre, se dirigeait vers les formes sombres tapies entre les colonnes. Le souffle d'Olivia était devenu court et rauque. Les poignets de Conan étaient libres à présent, mais ses coudes et ses jambes étaient toujours solidement attachés. De temps à autre, elle regardait rapidement vers les silhouettes le long des parois, qui attendaient. Elle semblait la surveiller avec l'horrible patience des morts vivants. Les pirates ivres commencèrent à s'agiter et à geindre dans leur sommeil. Le clair de lune atteignit le fond du vestibule et effleura les pieds des statues noires. Les cordes enserrant les bras du cimérien tombèrent. Ôtant la dague des doigts d'Olivia, il trancha les liens qui immobilisaient ses jambes d'un seul coup rapide. Se dégageant du pilier, il fléchit ses membres, endurant stoïquement la souffrance qui irradiait dans son corps, comme la circulation du sang redevenait normale. Olivia se blottit contre lui, tremblant comme une feuille. Était-ce un effet du clair de lune? Celui-ci avait atteint les yeux des formes sombres et les emplissait d'un feu étrange. Mais pourquoi brillait-elle d'une telle lueur rougeâtre dans les ténèbres? Conan se déplaça avec la soudaineté d'un félin. Il saisit son épée sur le monceau d'armes se trouvant à proximité et prit Olivia sous son bras, puis se glissa par une ouverture béante dans le mur envahi par la végétation. Ils n'échangèrent aucune parole. La portant dans ses bras, il s'éloigna rapidement, courant sur le sol herbu baigné par la lune. Ses bras passés autour du cou puissant de Conan, l'Ophirienne ferma les yeux et nicha sa tête aux cheveux noirs et bouclés contre son épaule musclée. Une délicieuse sensation de sécurité l'envahit. Malgré son fardeau, le cimérien traversa rapidement le plateau. Olivia ouvrit les yeux et vit qu'il passait sous l'ombre des falaises. « Quelque chose a grimpé le long de la paroi rocheuse, » murmura-t-elle. « Je l'ai entendu me suivre tandis que je descendais vers le plateau. »« Nous devons courir ce risque, » grogna-t-il. « Maintenant, je n'ai plus peur, » soupira-t-elle. « Tu n'avais pas peur non plus lorsque tu es venu me délivrer, » répliqua-t-il. « Crom, quelle journée ! Je n'avais encore jamais entendu un tel marchandage, ni assisté à une querelle aussi âpre. Je suis presque sourd. Aratus voulait m'arracher le cœur, et Ivanos refusait, à cause d'Aratus qu'il déteste. Toute la journée ils se sont montrés les dents, et injuriés. Quant aux hommes de l'équipage, ils se sont trop rapidement enivrés pour voter et décider de mon sort. » Il s'immobilisa brusquement, ressemblant à une statue de bronze dans la clarté lunaire. D'un mouvement rapide, il posa doucement la jeune femme à terre, la mettant derrière lui. Se redressant à genoux sur l'herbe, elle poussa un cri en voyant ce qui surgissait des ombres de la falaise. Une masse énorme se dressa et s'avança d'un pas lourd. Un monstre aux traits vaguement humains, une parodie grotesque de la création. Sa silhouette n'était pas très différente de celle d'un homme, mais son visage, souligné par le clair de lune brillant, était bestial, avec des orbites rapprochées, des narines épatées, et une bouche énorme aux lèvres molles, où brillaient des crocs blanchâtres, aussi redoutables que des défenses. Le corps de la créature était recouvert par un pelage grisâtre, aux poils hérissés, striés d'argent, luisant dans la clarté lunaire. Ses pattes épaisses et difformes pendaient presque jusqu'à terre. Sa masse était prodigieuse. Alors qu'elle se tenait debout sur des jambes courteaux, des torses, sa tête en pointe dépassait celle de l'homme qui lui faisait face. La longue courbe du torse velu et des épaules gigantesques était à couper le souffle. Les bras énormes
ressemblaient à des troncs d'arbres noueux. Cette scène, éclairée par la lune spectrale, tangua sous les yeux d'Olivia. Ainsi c'était la fin du voyage. Car quel être humain était capable de résister à la fureur de cette montagne velue, tout en muscles et férocité? Pourtant, comme elle regardait, les yeux dilatés par l'horreur, la silhouette de bronze qui faisait face au monstre, elle perçut une affinité entre les deux adversaires qui était presque terrifiante. C'était moins une lutte opposant l'homme à la bête qu'un conflit entre deux créatures appartenant au même monde sauvage, tout aussi impitoyable et féroce. Les défenses blanches étincelèrent, et le monstre chargea. Les bras puissants s'écartèrent comme la bête plongeait, avec une vitesse stupéfiante, en dépit de sa masse prodigieuse et de ses jambes rabougries. Conan réagit. Une tache en mouvement, trop rapide pour que l'œil d'Olivia puisse la suivre. Elle vit seulement qu'il évitait la prise mortelle et que son épée, brillant comme un éclair à la lueur aveuglante, s'enfonçait et tranchait l'un de ses bras massifs entre l'épaule et le coude. Un déluge de sang recouvrit l'herbe comme le membre coupé tombait en se contractant d'une horrible manière. Pourtant, alors même que l'épée s'abattait, l'autre main contrefaite se refermait sur la crinière noire de Conan. Seuls les muscles d'acier de son cou évitèrent au Cimmérien d'avoir la nuque brisée à cet instant. Sa main gauche s'élança comme une flèche pour attaquer la gorge épaisse de la bête, tandis qu'il frappait violemment de son genou gauche le ventre velu de la brute. Alors commença une lutte terrifiante. Elle ne dura que quelques secondes, mais celles-ci parurent des siècles à la jeune fille paralysée par l'horreur. Le singe serrait toujours les cheveux de Conan comme dans un étau, le tirant vers ses défenses qui luisaient faiblement. Le Cimmérien résistait à cette traction à l'aide de son bras gauche rigide comme l'acier, tandis que l'épée tenue par sa main droite, comme un couteau de boucher, s'enfonçait inlassablement dans le groin, le torse et le ventre du monstre. L'animal subissait ce châtiment dans un horrible silence, et apparemment n'était nullement affaibli par la perte de son sang, qui coulait abondamment de ses effroyables blessures. Bientôt, la force redoutable de l'anthropoïde eut raison de la résistance opposée par le bras et le genou agissant comme un levier. Le bras de Conan pliait inexorablement sous la pression. Son visage était entraîné de plus en plus près vers les mâchoires béantes et ruisselantes de bave, prêtes à se refermer sur lui. À présent, les yeux flamboyants du barbare fixaient ceux injectés de sang du singe. Soudain, comme Conan cherchait en vain à dégager son épée, enfoncée et coincée dans le corps velu, les mâchoires couvertes de mousse claquèrent en un mouvement spasmodique et se refermèrent brutalement, à moins d'un pouce du visage du Cimmérien. Les dernières convulsions du monstre, agonisant, projetèrent le barbare à terre. Olivia, presque évanouie, vit le singe se soulever, halter, frapper le sol, se tordre et serrer, comme un être humain, la poignée qui dépassait de son corps. Ce spectacle écœurant fut de courte durée. Le corps gigantesque frissonna, puis s'immobilisa, baignant dans son sang. Conan se releva et s'approcha du cadavre en boitant. Le Cimmérien respirait bruyamment et marchait comme un homme dont les tendons et les muscles ont été tirés et torturés, presque jusqu'à la limite de leur endurance. Il palpa son cuir chevelu ensanglanté et jura, en apercevant les longues mèches noires et maculées de sang, que serrait toujours la main velue du monstre. « Crom !» s'exclama-t-il d'une voix rauque. « J'ai l'impression d'avoir subi le supplice de la roue. Je préfère me battre contre 12 hommes à la fois. Encore un instant, et il réduisait ma tête en bouillie. Qu'il soit maudit, il m'a arraché une pleine poignée de cheveux. » Saisissant à deux mains son épée, il tira et parvint à dégager son arme. Olivia se glissa rapidement auprès de lui, le tint par le bras et fixa avec des yeux écarquillés par la terreur l'animal gisant à terre. Qu'est-ce que... chuchota-t-elle. Un homme singe gris, grogna-t-il, muet et mangeur de chair humaine. Ils vivent dans les collines qui bordent la côte orientale de cette mer. Comment celui-ci est-il arrivé sur cette île ? Je ne saurais le dire. Peut-être a-t-il dérivé jusqu'ici accroché à un tronc d'arbre déraciné et emporté par une tempête, loin du continent.
C'est lui qui a lancé le rocher sur nous? Oui. Je me suis douté qu'il s'agissait de l'une de ces créatures lorsque, dans le bosquet, j'ai vu les branches d'arbres s'incliner au-dessus de nos têtes. Ces hommes singes se tiennent toujours aux aguets dans les bois les plus profonds qu'ils puissent trouver, et en sortent rarement. Pour quelle raison s'est-il risqué sur les falaises, je l'ignore. Cela a été une chance, pour nous. Au milieu des arbres, jamais je n'aurais pu venir à bout de ce monstre. Il me suivait, frissonna-t-elle. Je l'ai vu grimper le long de la paroi. Et obéissant à son instinct, il est resté tapi dans l'ombre de la falaise, au lieu de te suivre sur le plateau. Les créatures de son espèce vivent dans des endroits silencieux parmi les ténèbres. Elles détestent le soleil autant que la lune. Penses-tu qu'il y en ait d'autres? Non. Autrement, les pirates auraient été attaqués lorsqu'ils ont traversé les bois. Le singe gris est un animal prudent, en dépit de sa force prodigieuse, comme l'a montré son hésitation à fondre sur nous, alors que nous nous trouvions dans le bosquet. Le désir qu'il avait de toi devait être très grand pour l'inciter finalement à nous attaquer à découvert. Il sursauta et pivota rapidement sur ses talons, scrutant le chemin qu'il venait de suivre. Un horrible cri avait déchiré la nuit. Cela provenait des ruines. Il fut aussitôt suivi d'un concert démentiel de hurlements sauvages, de cris de douleur suraigus et d'imprécations blasphématoires. Malgré le cliquetis de l'acier qui l'accompagnait, cette clameur faisait plus penser à un massacre qu'à une bataille. Conan était figé sur place, tandis que la jeune fille s'accrochait à lui, éperdue de terreur. Le tumulte s'enfla et atteignit un paroxysme d'horreur. Le Cimmérien se retourna et se dirigea rapidement vers l'extrémité du plateau, avec sa frange d'arbres soulignée par la lune. Les jambes d'Olivia tremblaient tellement qu'il était incapable de marcher. Il la porta, et les battements de cœur de l'Ophirienne perdirent de leur frénésie, comme elle se blottissait dans ses bras musclés. Ils traversèrent la forêt peuplée d'ombres, mais les masses ténébreuses n'abritaient aucune horreur, et les brèches d'argent ne révélèrent aucune sinistre forme. Les oiseaux nocturnes gazouillaient doucement. La clameur du carnage diminua dans leur dos, pour devenir un mélange de bruits confus. Quelque part, un perroquet lança en un fantastique écho « Yakkulan, Yokta, Xutala !» Ils atteignirent enfin le rivage bordé d'arbres et apercevirent la galère ancrée dans la petite baie. Sa voile blanche luisait doucement dans la clarté lunaire. Déjà, les étoiles pâlissaient à l'approche de l'aube. Partie 4. Dans la blancheur spectrale de l'aube, une poignée de silhouettes en haillons, couverts de sang, surgirent des arbres et s'avancèrent en titubant vers la plage étroite. Ils étaient au nombre de 44 et formaient une bande apeurée et complètement démoralisée. Avec une hâte éperdue, ils plongèrent dans l'eau. Ils se dirigèrent vers la galère lorsqu'une sommation, lancée d'une voix résolue, les fit s'immobiliser sur place. Ils aperçurent Conan, le Cimmérien. Se découpant sur le ciel que striaient les premières lueurs de l'aube, il se tenait à la proue du navire, épée en main. Sa crinière noire flottait au vent matinal. « Halte !» ordonna-t-il. « N'approchez plus ! Que voulez-vous, bande de chiens galeux ?»« Laisse-nous monter à bord !» croissa un coquin aux cheveux hirsutes, tout en caressant le vestige sanglant de l'une de ses oreilles. « Nous voulons fuir au plus vite cette île du démon !»« Le premier qui essaie d'enjamber le plat-bord, je lui fends le crâne en deux !» promit Conan. Il était seul contre 44 hommes. Pourtant, c'était lui le plus fort, car il n'avait plus aucune envie de se battre. « Allons, mon bon Conan, laisse-nous monter à bord !» pleurnicha un Zamorien à la ceinture rouge, en lançant un regard terrifié derrière lui vers les bois silencieux. « Nous avons été tellement rossés, mordus, lacérés, mis en pièces. Nous sommes si las de nous être battus et d'avoir couru de la sorte, qu'aucun de nous n'est capable de soulever une épée. »« Où est ce chien d'Aratus ?» demanda Conan. « Mort avec les autres. Ce sont des démons qui se sont jetés sur nous. Ils nous ont déchiquetés et réduits en bouillie avant que nous ayons eu le temps de nous réveiller. Une douzaine d'excellents flibustiers sont morts durant leur sommeil. Les ruines étaient pleines d'ombre aux yeux de flammes. Leurs griffes et leurs crocs acérés nous déchiraient et nous arrachaient des lambeaux de chair.
Oui, intervient un autre corsaire. Ce sont les démons de l'île. Ils avaient pris la forme de statues de métal pour nous tromper. Ishtar, nous nous sommes allongés pour dormir au milieu d'eux. Nous ne sommes pas des couards. Nous les avons combattus aussi longtemps qu'un mortel peut lutter contre les puissances des ténèbres. Ensuite, nous avons battu en retraite, les laissant démembrer et déchiqueter les cadavres comme des chacals. Assurément, ils vont se lancer à notre poursuite. Je t'en prie, laisse-nous monter à bord, beugla un schémite au corps mince. Laisse-nous venir en paix, sinon nous viendrons l'épée à la main. Certes, nous sommes épuisés et il te sera facile de tuer un bon nombre d'entre nous. Pourtant, l'issue du combat ne fait aucun doute. Dans ce cas, je vais percer un trou dans la cale et ce rafio coulera, répondit farouchement Conan. Un concert éperdu de protestations monta du groupe des pirates, que Conan fit taire par un rugissement léonin. Chien! Pourquoi venir en aide à mes ennemis? Pourquoi vous permettrais-je de monter à bord? Afin que vous m'arrachiez le cœur? Non, non! S'écrièrent-ils vivement. Amis, amis! Conan! Nous sommes tes camarades! Ici il n'y a que des damnés coquins, de francs écumeurs de mer. Nous détestons le roi de Turan comme toi. Leur regard était fixé sur son visage brun et renfrogné. Alors si je fais partie de la fraternité, grogna-t-il, les lois de la flibuste s'appliquent à moi. Et puisque j'ai tué votre chef en un combat loyal, je deviens en conséquence votre capitaine. Personne ne discuta. Les pirates étaient trop abattus et épuisés. Ils n'avaient qu'une seule idée en tête, quitter au plus vite cette île de la peur. Conan chercha du regard la silhouette maculée de sang du Corinthien. « Eh bien, Ivanos !» lui lança-t-il avec défi. « Toi qui avais pris ma défense, soutiendras-tu de nouveau mes revendications ?»« Oui, par Mitra !» Le pirate, sentant la tournure que prenaient les événements, était impatient de se concilier la faveur du Cimérien. « Il a raison, camarade. Selon la loi, il est notre capitaine. » Un concert d'approbation monta du groupe des pirates. Il manquait peut-être un peu d'enthousiasme, mais semblait sincère. D'autant plus que les bois silencieux derrière eux dissimulaient peut-être des démons d'ébène aux yeux rouges et aux griffes ruisselantes de sang, qui se glissaient furtivement vers la plage. « Jurez-le sur l'épée !» demanda Conan. 44 poignées d'épée furent levées vers lui, et 44 voix prononcèrent le serment d'allégeance des corsaires. Conan grimaça et rengaina son épée. « Montez à bord, tas de coquins, et prenez les rames !» Il se retourna et aida Olivia à se relever. Elle était restée blottie à ses pieds, cachée derrière le bordage. « Et moi, commandant ?» demanda-t-elle. « Qu'aimerais-tu faire ?» la contra-t-il, en l'observant attentivement. « Aller avec toi, quelle que soit ta route !» s'écria-t-elle, en passant ses bras blancs autour de son cou bronzé. Les pirates, grimpant et enjambant la rambarde, les regardèrent avec stupéfaction. « Même si cette route est faite de sang et de massacres ?» interrogea-t-il. « Car c'est qui teintera d'écarlate les flots d'azur partout où elle ira. Oui, je veux sillonner les mers avec toi, qu'elles soient bleues ou rouges, répondit-elle avec passion. Tu es un barbare et je suis une proscrite, reniée par mon propre peuple. Nous sommes tous deux des parias, des vagabonds, errants de par le monde. Oh oui, emmène-moi avec toi. » Avec un rire sonore, il la prit dans ses bras et l'approcha de ses lèvres ardentes. « Je ferai de toi la reine des océans bleus. Levez l'ancre, chien galeux. Nous apparions. Nous allons roussir les pantalons du roi Yildiz. Par Chrome !